Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait très longtemps que je devais la tourner. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que j'ai rédigé pour mars l'année dernière, non, mars cette année. Donc ça fait 6 mois à peu près. Et ça s'appelle la représentation féminine à travers la littérature et à travers la langue. Voilà, donc on va aborder plusieurs points, vous allez voir, ça va être, j'espère, très intéressant. Et j'espère que vous allez me laisser une chance et que vous allez aller jusqu'au bout de cette vidéo, même si elle va être, à mon avis, très longue. En préambule, j'ai envie de vous dire que moi, en tant que lectrice, pendant la plupart de la partie de ma vie, je n'ai pas genré mes lectures. Je me disais pas, tiens, je vais lire un homme ou une femme, je lisais un livre. Et en fait, je me moquais un petit peu de savoir si la personne qui avait écrit le livre était un homme ou une femme. De même que je me foutais tout simplement de savoir son orientation sexuelle, la couleur de sa peau, etc. Pour moi, ça n'entrait pas en ligne de compte. Et je me suis rendu compte depuis quelques années que ça avait de l'importance parce que la représentation masculine dans la littérature et dans la langue, parce que vous allez le voir, les deux sont liés, est extrêmement surreprésentée. Il y a quelques temps, les éditions de l'Iconoclaste m'ont envoyé un livre qui s'appelle Une bibliothèque féministe, que j'ai lu avec intérêt. Et en fait, à l'intérieur, donc certaines femmes parlent de leur littérature féministe. Et moi, ça m'a touchée parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autrices qu'elles citaient et que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis sentie très en retard, très à la bourre, et j'ai commencé à gratter et à essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'étais aussi en retard, qu'est-ce qui avait pu se passer, qu'est-ce qu'il fallait que je lise, qu'est-ce qu'il manquait à ma culture générale. À la lecture de ce livre, je me suis aussi fait la remarque du niveau social des gens, c'est-à-dire que selon votre milieu social, vous n'avez pas à avoir accès aux mêmes œuvres. Et je pense que certaines écrivaines ou certaines femmes qui parlent dans ce livre ont eu la chance, l'opportunité d'avoir accès à ces livres-là, ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, je viens d'un milieu très pauvre, d'un milieu ouvrier. Et quand vous venez d'un milieu ouvrier, c'est déjà difficile d'avoir accès aux livres, et alors encore plus d'avoir accès aux femmes qui écrivent. Très clairement, il y a une vraie différence. Aujourd'hui, je suis bibliothécaire, c'est pas un hasard, c'est aussi pour défendre les possibilités aux gens d'avoir accès à cette littérature, d'avoir accès à tous les auteurs et à tous les genres et à toutes les possibilités qui nous sont offertes à nous les lecteurs de pouvoir découvrir le monde d'une autre façon. Du coup, je me suis amusée à un petit jeu de mémoire. J'ai cherché mes années collège et lycée, donc 7 ans. Et en 7 ans, j'ai listé tous les livres que j'avais lus pour l'école. Attention, on est bien d'accord que je suis sur les programmes scolaires, ou en tout cas sur les choix des professeurs que j'ai eus de la 6e à la terminale. Et j'ai fait la liste de tous les auteurs. Donc, je vous les lis parce que je trouve que c'est assez édifiant. On m'a proposé de lire à l'école Marcel Aimé, Marcel Pagnol, Stephen Wool, alors c'est celui qui a écrit New York, Molière, Racine, Corneille, Camus, Baudelaire, Hugo, Flaubert, Tournier 2 fois, Lewis Carroll, Apollinaire, Balzac. Et il y en a un supplémentaire, c'est Madame de Lafayette avec la princesse de Clèves. C'est-à-dire qu'en 7 ans, cette année scolaire, on m'a proposé une femme, une autrice et une seule. Quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait un choc. Parce que moi, comme j'avais mes propres lectures, moi j'ai découvert les Sœurs Brontë, j'étais en 6e. Donc en 6e, j'avais déjà lu Jane Eyre. Donc je ne m'étais pas rendu compte à quel point les programmes scolaires étaient extrêmement réservés aux hommes. Et si cette brave Madame de Clèves est présente, c'est juste parce qu'elle est à l'origine du roman. Mais sinon, je pense qu'on l'aurait zappé aussi. Et ça m'a un peu dérangée. Et après, dans mes lectures personnelles, honnêtement, il y avait aussi beaucoup d'hommes, parce que j'ai parlé des Sœurs Brontë ou de Jane Austen, évidemment. Alors, pour l'anecdote, j'ai lu beaucoup de Enid Blyton, mais je pensais que c'était un homme. Quand j'étais petite, Oui Oui et compagnie, ou le Club des 5 et tout ça, tout ce qu'a écrit Enid Blyton. Pour moi, c'était transparent, le prénom d'Enid ne me parlait pas, donc je pensais que c'était un homme. Donc en gros, j'ai lu très peu de femmes, parce que après, vous allez avoir que de la littérature masculine, ou alors ce sont des collectifs, vous savez, les Carole, les Carolines, etc. Fantomette, c'est un homme, et puis après, quand j'ai attaqué la littérature, il y avait énormément d'hommes qui étaient extrêmement représentés. Et quand j'allais au CDI, qu'est-ce que vous lisez ? Des hommes. Du coup, je me pose la question, est-ce que les femmes écrivent moins ? Est-ce qu'elles aiment moins ça ? Est-ce qu'elles sont moins inspirées ? Est-ce qu'elles sont juste moins bonnes écrivaines, ce qui expliquerait qu'elles soient moins présentes sur les étagères de nos bibliothèques? Parce qu'aujourd'hui, actuellement, je peux vous assurer que si je faisais le ratio
par rapport au sexe des auteurs représentés dans nos médiathèques, la majorité serait quand même masculine. Alors, la tendance tend à s'inverser, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, les femmes sont représentées. On en a beaucoup. Que ce soit des grandes écrivaines ou que ce soit des femmes très populaires, etc. On en a. Mais lorsque vous regardez le ratio, la majorité, ça reste des hommes. Et moi, je me souviens qu'on a étudié dans les Lagarde et Michard, je ne sais pas si vous avez eu ce bonheur aussi, mais réouvrez vos Lagarde et Michard, 16e, 17e, 18e, 19e, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Les femmes sont extrêmement marginales, mais vraiment, jusqu'au 19e. Vous en avez dans celui du 20e un peu plus, mais ça reste vraiment anecdotique à l'image de tout ce qui est représenté dans ces manuels de littérature. Les femmes sont-elles incapables d'écrire par leur nature même, ou pour des raisons sociales, ou pour des raisons d'éducation, ou fait-on face à une certaine forme de misogynie? Du coup, j'ai pris le temps un petit peu de chercher qui propose des manuscrits dans la maison d'édition. Et la première donnée étonne, c'est que en termes de représentation des manuscrits qui sont déposés dans les maisons d'édition, d'après ce que j'ai trouvé, on est à 50-50. Il y a autant d'hommes que de femmes qui proposent des manuscrits. Et pourtant, souvent, les maisons d'édition répondent que s'ils éditent moins de femmes, c'est parce qu'elles proposent moins d'écrits. Donc, il y a une incohérence. Et c'est d'autant plus incohérent qu'on sait très bien que les femmes sont beaucoup plus représentées dans les cursus littéraires. Et pourtant, les grandes universités, il y a beaucoup de femmes qui sont enseignantes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si on regarde la façon dont sélectionner les manuscrits, les maisons d'édition étant majoritairement représentées par des hommes, eh bien, ils sélectionnent prioritairement des hommes. Attention, je ne dis pas que c'est conscient, mais le résultat est le même. Conscient ou inconscient, dès le premier tour de tourniquet, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup plus de manuscrits d'hommes qui sont sélectionnés que de manuscrits de femmes. Et pour les critiques, c'est pareil. Les critiques littéraires sont majoritairement des hommes, qui critiquent majoritairement des hommes, des ouvrages écrits par des hommes. J'ai des chiffres. Sur un corpus de 1312 articles provenant de magazines littéraires et de journaux, presque 60% sont consacrés aux œuvres écrites par des hommes, contre 35% écrites par des femmes. Le reste, c'est quand c'est écrit à quatre mains. Donc vous voyez qu'on est presque sur le double. Enfin, pour moi, c'est absolument impressionnant. Et comme les signataires des articles sont à 60% des hommes, les comptes sont bons. La critique littéraire est donc dominée par des hommes qui, consciemment, inconsciemment, volontairement ou pas, favorisent les hommes. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'effectivement, les critiques hommes favorisent les hommes par à peu près 60 à 65% d'articles sur les auteurs masculins, contre seulement 30% sur les auteurs féminins, alors que les critiques femmes consacrent 50% aux hommes, 50% aux écrivaines. De là à dire qu'il y aurait besoin d'un girls club pour compenser les boys clubs, il n'y a pas loin. Et lorsqu'on analyse aussi le vocabulaire qui est utilisé pour rendre compte d'une œuvre, on se rend compte que les superlatifs positifs employés pour les œuvres masculines et employés pour les œuvres féminines, pour les œuvres de femmes, sont très différents. Je vous lis ce que j'ai trouvé. Donc, quand on fait l'analyse globale des adjectifs qui sont donnés pour les écrits d'un homme, on trouve brillant, dense, génial, grandiose, intelligent, magistral, puissant, remarquable et riche. Alors que pour une femme, on trouve délicat, juste et sensible. Et de là, on enchaîne directement sur les prix littéraires, qui sont le maillon suivant de cette inéquité entre les hommes et les femmes, entre les écrivains et les écrivaines. Et ce qu'ils disent, on est bien d'accord que ce n'est pas moi, c'est l'Observatoire des inégalités. Ce que je vous dis, j'ai fait des recherches, je ne vous le dis pas ça juste pour le plaisir de raconter n'importe quoi. L'Observatoire des inégalités a pointé du doigt le fait que les prix littéraires revenaient trop souvent à des hommes parce qu'ils étaient simplement décernés par des hommes. Il y a aussi le fait que les journaux ont tendance, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à critiquer majoritairement les livres masculins, à leur trouver plus de qualité. Du coup, les gens lisent ça, et de façon assez naturelle, ce sont ces livres-là qui se retrouvent promus, et enfin surtout mis au premier plan, puis promus, alors que les livres de femmes, beaucoup moins. Très clairement, c'est une certitude, les femmes écrivaines ne reçoivent pas ce qu'elles devraient, ni en monnaie sonnante et trébuchante, ni en termes de reconnaissance et de prix littéraire. En France, l'auteur moyen est un homme
blancs de 55 ans. Du coup, j'ai un petit peu cherché les ratios. Je vous lis ça. 64% des auteurs sont des hommes, pour 36% de femmes. Et j'ai cherché un petit peu pour voir les différences de genre. Alors, dans tout ce qui est roman-fiction, vous avez 57% d'hommes, pour 43% de femmes. En poésie, 65% d'hommes, pour 35% de femmes. Dans le théâtre, 70% d'hommes, pour 30% de femmes. En BD, 83% d'hommes, pour 17% de femmes. En illustration, 65% d'hommes pour 35% de femmes. Et par contre, qu'est-ce qui nous reste à nous les femmes? La jeunesse, parce que oui, quand il faut s'occuper des enfants, ça, c'est pour les femmes. Du coup, en jeunesse, vous avez 40% d'hommes et 60% de femmes. Et puis la traduction, parce que la traduction, c'est quand même un métier de l'ombre. Et alors là, on trouve plus de femmes, 57% de femmes pour 43% d'hommes. Je trouve que ces chiffres sont assez parlants. C'est à partir des années 70 qu'on a pointé tout ça et que certaines autrices ont commencé à faire des recherches, à amener des chiffres et à démonter un peu, en tout cas à vouloir démonter ce système et à expliquer que la place des femmes n'était absolument pas ce qu'elle devrait être. Il y a une vraie volonté de réhabilitation des œuvres. Mais il y avait une volonté sur le moment, mais aussi des œuvres du passé. On a beaucoup de femmes qui ont fait des recherches pour trouver et essayer d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là, et démontrer l'idée que les femmes écrivent moins ou qu'elles écrivent moins bien. Ce qui est drôle, c'est que le premier humain à avoir écrit, dont on a une trace, c'est une femme. Elle s'appelle, alors excusez-moi, j'ai pas retenu le nom, elle s'appelle Enheduanna. Première personne de l'humanité à avoir écrit, c'est une femme. Alors très clairement, il y a beaucoup de mépris sur les écrits des femmes, il y a beaucoup de défiance et il y a une volonté de garder son monopole. Ce qui me fait rire, c'est même quand ils veulent être bienveillants, les hommes, ils en arrivent à tenir des propos qui sont absolument pas adaptés. Paul Flatt, dans Nos femmes de lettres, ne juge pas les textes des femmes sur leur qualité littéraire intrinsèque, mais évoque, je cite, leur beauté, les détails de leur vie privée ou leur soi-disant féminité à l'œuvre dans leur création. Voilà sur quoi on juge un écrit de femme. Et une phrase telle que celle-ci, et elles étaient pléthores, ça a quelles conséquences? 1. Ça marginalise les écrits de femmes, et 2. Ça les discrédite complètement. Je vous lis une autre citation, celle-ci elle est de Paul Féval. Les femmes n'ont pas accompli de grandes œuvres parce que, début de citation, sur ces hauteurs sacrées par le génie mâle, flotte une atmosphère irrespirable à de certains poumons. Des citations comme ça, j'en ai trouvé tellement, je les ai pas mises, mais je pense qu'un jour je vais m'amuser à vous faire une vidéo avec toutes les citations ultra machistes que j'ai pu trouver. C'est horrible, mais ces gens-là sont horribles. Du coup, je vais vous lire un texte un petit peu plus long, qui est une réponse à cette remarque. Je vais la faire apparaître en texte pour vous aider, parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais écoutez-la, franchement, c'est la réponse de Marguerite Dagou, et je trouve qu'elle est vraiment brillante et intéressante. Nous le répétons, en France, où rien de grand et d'héroïque ne s'est jamais fait sans que les femmes y participassent, où depuis le bûcher de Jeanne d'Arc jusqu'à l'échafaud de Madame Roland, les femmes ont apporté leur génie, leur amour, leur sang au besoin, sur les autels de la patrie et de la liberté. On est encore sous l'empire d'un préjugé grossier qui fait tolérer les femmes écrivains à titre d'excentricité et d'exception. Si Madame Sand a fini par s'imposer à l'opinion, combien de dédommagements ne s'est pas réservé la fatuité des littérateurs mâles, et par combien de lambeaux de sa dignité personnelle ne l'a-t-on pas contrainte à payer sa gloire? Les petits vers, les petits livres d'éducation maternelle, la littérature de ménage, enfin, voilà tout au plus ce que l'on consent à accorder. Ce monopole littéraire, si obstinément défendu, ces cris poussés par des pans qui se croiraient déplumés par la concurrence, cette défiance universelle dont les meilleurs esprits ont peine à se garantir, est à la fois une anomalie choquante et un véritable danger. L'homme lettré ne veut pas que la femme instruite, spirituelle, oisive, consacre ses loisirs à partager sa tâche. Je dis que c'est une anomalie dont il serait bien temps de rougir. J'ajoute que c'est un danger. Cette invisibilisation des femmes a contribué aussi à ce que pour se faire publier, elles sont obligées de gruger. Et donc vous avez un certain nombre de femmes qui ont publié sous des pseudonymes masculins.
Ça avait le double avantage de 1, trouver un éditeur plus facilement, et 2, de faire fi du regard des lecteurs misogynes qui ne voulaient pas lire de femmes et qui d'un coup lisaient leurs livres alors même qu'ils ne savaient pas puisqu'il y avait un pseudonyme masculin sur la couverture. Alors, quelques exemples de femmes qui ont écrit sous des pseudonymes masculins, mais il y en a eu plein. Les sœurs Brontë, toutes les trois. Alors, Charlotte Brontë sous le pseudonyme de Currer Bell pour Jane Eyre. Émilie Brontë a utilisé Elise Bell pour publier Les Hauts du Hurlevent. Et Anne Brontë a opté pour Acton Bell pour Agnès Grey. Ce qui est mignon, c'est que les trois sœurs ont pris toutes les deux le même nom. Genre, on est trois frères. Je trouve ça choupi. Aurore Dupin, alias George Sand. Elle a été romancière, auteure dramatique, critique littéraire et journaliste. Le nom de Sand est inspiré en fait de l'un de ses premiers amants, Jules Sandeau. Elsa Triolet a publié sous le nom de Laurent Daniel. Elle est connue pour avoir été la première femme à obtenir le prix Goncourt en 1945 grâce à son recueil de nouvelles « Le premier accroc coûte 200 francs ». Son ouvrage Les Amants d'Avignon traite de son expérience de la résistance. Il est paru en 1943 sous le pseudonyme de Laurent Daniel. George Eliot, c'était en fait Mary Ann Evans. Elle est considérée comme la plus grande écrivaine de l'époque victorienne et elle a choisi le pseudonyme masculin de George Eliot pour plusieurs raisons. Être prise au sérieux, préserver sa vie privée et distinguer son travail d'éditeur et de critique littéraire de ses écrits. Anecdote intéressante, Harper Lee, qui a écrit donc Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, s'appelle en fait Nell Harper Lee. Mais elle a opté pour son deuxième prénom, Harper, pour signer ses œuvres à la demande de son éditeur qui trouvait que ça faisait plus masculin et que donc elle vendrait plus. Karen Blixen a publié sous le nom d'Isaac Denison, car oui, l'autrice de La ferme africaine avait aussi pris un pseudonyme masculin. Alors on connaît l'histoire de Colette, Colette Willy. Donc Willy était un critique musical très influent et un auteur prolifique de romans populaires. Et il avait pour habitude de prendre des prête-noms, des prête-plumes. Il était aussi propriétaire d'une maison d'édition. C'est lui qui a introduit la jeune femme dans des cercles littéraires et musicaux de la capitale, où la jeune Gabrielle fait sensation. Surpris par les dons d'écriture de sa jeune épouse, Willy l'utilise aussi comme prête-plume. Femme inconnue dans le monde littéraire à l'époque, elle signera Colette Willy jusqu'en 1923. Et ça va très très loin, puisque récemment encore, nous avons notre chère J.K. Rowling, dont on a effacé d'une certaine façon le prénom qui est Joanne. Aujourd'hui, tout le monde dit J.K. Rowling, mais pourquoi donc? Eh bien, c'est l'autrice la plus connue actuellement, et pourtant elle a quasiment un nom masculin. Au moment de la publication du premier tome d'Harry Potter, la maison d'édition lui avait conseillé de ne pas utiliser son premier prénom, Joanne, parce qu'il considérait que les enfants ne liraient pas un livre s'ils savaient qu'il était écrit par une femme. En 2013, elle a décidé de prendre un pseudonyme. À cette occasion, elle a choisi Robert Galbraith pour publier son premier roman pour adultes, afin d'éviter les comparaisons et les attentes trop élevées. Juste en bonus, et pour anecdote, Jane Austen a eu la chance de pouvoir garder son caractère féminin, puisque ses romans ont été publiés sous le nom de A Lady. Donc là, pour le coup, on savait que c'était une femme, mais elle n'avait même plus de nom. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a beaucoup d'exceptions. Et ces exceptions relèvent surtout des livres que l'on considérait de manière très inférieure, très anecdotique, des sous-genres. Et dans ces cas-là, les femmes avaient le droit de publier sous leur vrai nom. Un des exemples très connus, c'est le roman gothique, extrêmement représenté par les femmes, parce que les éditeurs et les hommes considéraient que c'était vraiment un sous-genre littéraire, et que ça, on pouvait tranquillement leur laisser. Alors depuis tout à l'heure, moi j'utilise le terme d'autrice ou d'écrivaine sans scrupule, mais c'est vraiment un mot qui est extrêmement récent dans la langue française. Pendant longtemps, on s'est posé la question de comment nommer les femmes écrivains, et on se disait que auteur ou écrivain leur sied aussi bien qu'aux hommes. C'est la chercheuse Aurore Evin qui a exhumé le mot autrice. C'est un mot qui vient de l'Antiquité. C'est pas du tout un néologisme, qu'on se le dit bien, c'est un mot qui existait, qui a simplement été effacé à un moment donné, et qui aujourd'hui reprend ses droits. Évidemment, de la même façon qu'on dit un acteur et une actrice, on dit un auteur et une autrice. C'est une règle grammaticale de base. Quiconque vous dit le contraire méconnaît totalement la langue française. Et pourtant, l'Académie française, jusqu'en 2019, le rejette. Je vous lis pourquoi. Un cas épineux, c'est dans le cadre de la féminisation des noms de métiers. Parce qu'évidemment, il y a un
un tas de métiers qui n'ont que la version masculine. Et donc, c'est posé la question à un moment donné de rendre justice quand même à ces femmes qui œuvrent. Donc, il a fallu se dire quel endroit, comment, alors que les règles grammaticales sont très simples et très claires. Mais non, il a fallu réfléchir, jusqu'en 2019. Et on en arrive tout droit au cas de ce fameux mot. Un cas épineux est celui de la forme féminine du substantif auteur. Le caractère tout à fait spécifique de la notion, qui enveloppe une grande part d'abstraction, peut justifier le maintien de la forme masculine. Mais avant d'entrer plus vivement dans le sujet et d'entrer dans le débat, moi ce qui me gêne, c'est qu'on parle de féminisation de la langue. En fait, on ne la féminise pas. Les mots, ils existent déjà, il suffit juste d'aller les récupérer. Parce que c'est des mots qui ont été volontairement effacés du dictionnaire. Donc on va les utiliser parce que grammaticalement, ils sont justes. Une langue, c'est une langue vivante, est une langue qui bouge tout le temps. Le latin ne bouge plus, c'est une langue morte. Mais une langue qui vit doit sans cesse évoluer. Le dictionnaire est tout le temps remis à jour, il y a des mots qui rentrent, des mots qui sortent, et c'est normal. Et ça n'a rien de choquant de demander aujourd'hui de remettre au goût du jour des mots qui étaient oubliés ou volontairement parfois effacés pour les remettre dans nos bouches aujourd'hui. Moi, je prends souvent des exemples. Quand j'avais fait cette conférence devant des classes de 3e, je leur avais dit aujourd'hui, vous utilisez tous le mot seum. Tout le monde a le seum en ce moment, voilà. Moi, j'ai le seum. Alors, des fois, quand je lis ce que je lis, voilà, je peux vous dire que j'ai le seum. Puis des fois, je lis des romans et je suis chill. Bon, voilà, on sent qu'il y a des mots qui rentrent, des mots qui sortent, des mots qui s'oublient, des mots qui reviennent. Et ça n'a rien de choquant. Je vais vous dire ce que dit Roland Barthes à ce sujet. Elle est l'objet dans quoi s'inscrit le pouvoir dans toute l'éternité humaine. Rien de moins. Celui qui maîtrise la langue a le pouvoir. Donc on comprend bien l'intérêt qu'il y a à ne pas donner de la visibilité aux femmes dans la langue. Marita Jagiello, qui est une linguiste française, a écrit « La langue est un miroir culturel qui fixe des représentations simples, symboliques, et se fait l'écho des préjugés et des stéréotypes en même temps qu'il entretient et alimente ceux-ci. La langue, c'est le miroir de nos sociétés. Donc si la langue ne présente que du masculin, elle est à l'image de la misogynie et du patriarcat ambiant. » Enfin, Michael Bakhtin a écrit « Un langage est une vision du monde ». Alors, si on reprend depuis le début, c'est quoi cette langue? Alors en français, il y a deux genres. On va commencer par les évidences, parce que c'est une langue qui est très différente dans sa construction de l'anglais, par exemple, qui a un genre neutre. Donc nous, on a une construction masculin-féminin. Qu'est-ce qu'on appelle féminisation de la langue? J'ai cherché la définition. C'est la féminisation de la langue et l'usage de la forme féminine, là où l'usage préconise un usage non marqué en théorie, qu'on appellerait neutre, mais qui serait masculin en réalité. Le neutre est toujours masculin. S'il y avait un équilibre, si de temps en temps le neutre était féminin, on dirait, bon ben voilà, c'est le fait du hasard. Là, pas du tout. Tous les neutres sont masculins, ce qui est un illogisme. Soit on est une langue à genre, et dans ces cas-là, il faut donner le recto et le verso de chaque mot, soit on a un souci de non-neutralité. Le neutre en français est fictif, il n'existe pas. Il a existé, mais il n'existe plus. Par exemple, à l'origine dans la langue, on disait « ça pleut ». Ça, c'était un vrai neutre. Maintenant, aujourd'hui, on dit « il pleut ». Ça, ce n'est pas neutre. On pourrait dire « elle pleut ». En fait, on s'en fiche. Pourtant, dès le Moyen-Âge, le féminin était extrêmement présent. Et vous aviez des vrais mots féminins qu'on a oubliés. Archère, car oui, il n'y avait pas que des hommes archers. Coffrière, féronne. C'est des mots qu'on a oubliés, mais qui démontrent la présence des femmes dans ces métiers-là. On a toujours l'impression que ce type de métier était réservé aux hommes. Que pas du tout. Si les mots existaient, c'est que les femmes ont exercé ces professions. Tituo Lecoq, dans son livre publié aux éditions L'Iconoclaste, « Comment l'histoire a effacé les femmes », nous explique qu'au Moyen-Âge, le monde était divisé par classes. Vous aviez un système pyramidal. De la plus haute classe, l'aristocratie, bourgeois, etc., jusqu'à la plus basse. On ne divisait pas l'humanité en termes d'hommes ou de femmes, mais vraiment par catégorie sociale. Une femme aristocratique valait plus qu'un homme ouvrier. D'autres mots nous démontrent que les femmes occupaient au Moyen-Âge des postes très importants, des mots qu'on a totalement oubliés ou supprimés du dictionnaire. Mairesse, car oui, le féminin de mère, c'est pas mère, c'est mairesse. Chevaleresse, oui, il y avait des femmes chevaliers, tout à fait. Portière, oui, le métier de portier, c'est pas que des hommes. Moinesse, celui-là, il m'a vraiment surprise. Oui, il y avait des femmes moines, des moinesses. Tavernière, oh, je l'aime celui-là. Bonjour, tavernière. Vétérante,
Et oui, les femmes aussi. Doctoresse, le féminin de docteur, c'est pas docteureux, c'est doctoresse. Médecine, une femme médecine. À l'époque, vous aviez l'homme médecin et la femme médecine. C'est un mot qui est utilisé chez Molière. À un moment, je ne sais plus quelle pièce, il dit qu'il faut appeler la médecine. Il ne demande pas à appeler la science tout entière, il demande juste une femme médecin. Et j'ai trouvé le féminin de bourreau. C'est pareil, on s'imagine toujours que les bourreaux sont des hommes. Mais non, il y avait aussi des femmes. Et le féminin de bourreau, c'est bourrelle. Et puis, il y a plein de cas qui sont un peu compliqués, qui ont posé plein de soucis. Typiquement, c'est ambassadrice. En fait, l'ambassadrice, c'était considéré comme la femme de l'ambassadeur. Parce qu'évidemment, pour être ambassadeur, il y avait des hommes. Et puis, il y avait la pièce rapportée à côté qu'on appelait ambassadrice. Et puis, le jour où vous vous retrouvez à avoir une femme ambassadrice, vous faites comment? On a le même problème avec préfète, qui est la femme du préfet. Ça ne fonctionne pas. Et cette erreur vient des linguistes qui insistent sur la mauvaise utilisation de la langue. À un moment donné, dans les dictionnaires, il était inscrit que la préfète était la femme du préfet. Ce qui est faux, ce qui est ridicule. Et surtout qui induisait qu'une femme ne pouvait pas être préfet. Et pour revenir sur le Moyen-Âge, qui est vraiment nous donne de très beaux exemples, et on devrait plus souvent s'en inspirer, à l'époque, pour les héritages, il y avait évidemment le patrimoine et le matrimoine. Fort logiquement, vous héritiez des choses de votre père et vous héritiez des choses de votre mère. Donc vous receviez votre patrimoine et votre matrimoine. Alors comment on en est arrivé à cette hérésie? Objectivement, les ennuis ont commencé au XVIIe siècle, notamment avec la création de l'Académie française. Alors, premier point, l'Académie française à l'époque était évidemment non mixte. Il n'y avait que des hommes. Ça ne va pas nous aider. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux. Sachez qu'actuellement, il y a 34 académiciens et qu'il y a seulement 6 femmes pour 28 hommes. Et alors du coup, je me suis amusée quand même, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je voulais calculer la moyenne d'âge pour vous donner un petit peu une idée du dynamisme et du truc là, un peu progressiste. Moyenne d'âge, 78 ans. Alors maintenant, on va explorer un petit peu qui sont ces académiciens. Actuellement, sur les 34 académiciens, j'ai cherché qui était quoi. Donc nous avons 20 écrivains. C'est énorme parce qu'écrivain, ça ne fait pas de vous un spécialiste de la langue. Vous pouvez savoir la manier et faire des jolis écrits sans pour autant maîtriser les subtilités de la langue, savoir comment elle a été construite, connaître son évolution, du latin au bas latin, du Moyen-Âge, etc. Comment l'ancien français a pu évoluer, les choix des mots, les orientations. C'est des choses qu'en tant qu'écrivain, vous ne maîtrisez pas. Ça fait quand même 20 personnes sur 34. Vous avez 6 hauts fonctionnaires, même combat. Être haut fonctionnaire, c'est super, hein, vous avez eu les concours, on est ravis pour vous, mais ça ne vous donne pas des spécificités en langue. 3 historiens, pourquoi pas. 2 philosophes, pourquoi pas. Un prélat catholique, je ne vais pas faire de commentaires. Un biologiste, pardon, je ne vais rien dire. Pour info, le biologiste est aussi membre de l'Académie de médecine. Et il y a puisque c'est une des femmes, une philologue. Une philologue, c'est une spécialiste de l'étude historique des textes, donc grammaticale, linguiste, etc. Donc, le compte est bon, on a 34 personnes, et sur les 34 personnes, vous avez combien de linguistes? 0. C'est-à-dire qu'on réunit des gens pour étudier la langue, les mots qui vont entrer, sortir, donner l'orientation, et dans le lot, il n'y a pas un spécialiste. C'est comme une académie de médecine sans médecin. Alors vous avez la philologue, effectivement, puis c'est toujours intéressant d'avoir un historien, un philosophe, etc. Mais peut-être ce ne serait pas totalement inintéressant d'avoir des spécialistes de la langue. Pourtant, au Moyen-Âge, Jeanne d'Arc était victrice de ses ennemis. Qu'est-ce que j'aime ce terme? La duchesse de Montpensier était grande femme d'État. À la Renaissance, l'imprimerie se diffuse et le français devient langue nationale. Le mot autrice se répand. Mais la guerre des mots va arriver vraiment au XVIIe siècle. Effectivement, charcutière, bouchère, boulangère existent encore, alors que tous les métiers nobles, le féminin a disparu. À l'époque, il y avait une règle de grammaire que je trouve géniale, qui était la règle de proximité. Si vous dites, alors attendez que je ne me gourre pas, les femmes et les hommes
sont beaux. Mais par contre, à l'inverse, les hommes et les femmes sont belles. Oui, parce que vous accordez le genre avec le nom le plus proche. En toute logique, c'était la règle de l'accord de proximité. Non seulement ça permettait un équilibre entre le masculin et le féminin, et puis ça permettrait tout un tas de variations sur la langue. Le fait du coup de dire les hommes et les femmes ou les femmes et les hommes induisait un changement de votre fin de phrase, ce qui bien sûr ouvrait des possibilités narratives, des possibilités en poésie, etc. qui étaient géniales, et surtout une vraie règle d'équité. Donc cette règle du féminin, du masculin qui l'emporte sur le féminin, il faut en déduire donc que cette règle n'est pas une règle de grammaire, mais bien une règle sociale. C'est à l'Académie française qu'on décide de supprimer purement et simplement le mot autrice. Vraiment. Et ça nous vient de ce cher académicien Gay de Balzac, rien à voir avec l'autre. C'est un écrivain du XVIIe siècle très réputé en son temps pour la qualité de sa prose. Gay de Balzac, surnommé le restaurateur de la langue française, compte parmi les écrivains ayant le plus contribué à réformer la langue française. Paru en 1624, le premier volume de ses lettres lui valut d'emblée les plus grandes éloges. L'année suivante, accusé d'avoir pillé les auteurs anciens et modernes, il est attaqué par Jean Goulu, supérieur à l'ordre des feuillants, dans son pamphlet « Lettres de Philarque à Aristide » en 1627. Donc le mec, on lui fait confiance pour nettoyer toute la langue française, et en même temps, il est un peu tricheur sur les bords quand même. Il faut quand même savoir qu'en 1962, son nom a été donné à un collège à Angoulême. Non, c'est un lycée, pardon. Un lycée à Angoulême. Donc le type est quand même super réputé. Et c'est surtout lui qui a contribué à commencer à lancer la machine qui s'est emballée pour supprimer le nom féminin. Le petit fun fact du XVIIIe siècle. L'Académie royale de peinture et de sculpture s'inquiète car il y a de plus en plus de femmes dans leur rang. Les messieurs inventent le système de quotas. Il doit toujours y avoir un minimum d'hommes dans les rangs et par minimum, il ne s'agissait pas d'un seuil très bas. Les quotas ont donc été inventés par les hommes pour valoriser les hommes. C'est donc un juste titre aujourd'hui que nous pouvons inverser les choses et ne pas avoir de problème avec le fait de mettre des quotas pour les femmes. On en arrive tout droit à la Révolution, où dans l'espace public, le débat revient. L'usage discriminatoire d'auteur pour tous les écrivains est soulevé. Rétif de la Bretonne veut réformer la langue. Il tente un auteuse qui ne prend pas. Pendant la Révolution, il y a une vraie lutte contre cette invisibilisation des femmes auteurs et notamment Olympe de Gouges prend part au débat. 1792. Requête des dames à l'Assemblée nationale. Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les êtres et tous les sexes sont également nobles. L'État tranche en faveur du masculin et les mots féminins disparaissent. Et d'ailleurs, à partir de 1830, on voit très clairement chuter le nombre d'écrits proposés par des femmes et publiés. Est-ce que les femmes ont totalement disparu de la littérature à partir de 1830 ? Pierre-Carl Langlais écrit « La littérature française s'est déjà largement féminisée au début du 19e, avec une quasi-parité atteinte pendant la décennie de 1810. Après 1830, les romancières disparaissent. Nous arrivons à des taux résiduels typiques d'activités fortement masculinisées, entre 10 et 20% seulement de femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 1810 et 1830 pour qu'on passe d'un grosso modo 50-50 à un 80-20 ? Toujours Pierre-Carl Langlais écrit « Dans ce processus d'effacement, les instances de légitimisation jouent un rôle particulièrement trouble. L'histoire littéraire tend à minimiser systématiquement la part réelle des écrivaines. Plus une histoire littéraire est courte, plus les femmes s'en voient exclues. Plus massivement semble-t-il que les hommes écrivains mineurs. » Je continue de citer Pierre-Carl Langlais. « Le déclin est très brutal. 31% pendant les années 1820, 12% de femmes dans les années 1830. L'accroissement de l'ensemble de la population des auteurs ne suffit pas à l'expliquer. En chiffres absolus, le nombre de publications avec au moins une autrice régresse de 251 en 1820 à 171 en 1830, tandis que celui des publications masculines augmente très fortement. Et l'évolution est trop rapide pour être attribuée à un changement de génération. Les femmes cessent soudainement d'écrire.
Il conclut en disant « La marginalisation post-1830 est presque trop complète pour être seulement expliquée par une réaction masculine. Je suis assez tenté d'y voir une corrélation avec l'industrialisation de la culture. La production romanesque amorce un premier décollage à partir des années 1840, sans doute en partie tiré par les succès des romans feuilletons, et atteint une croissance spectaculaire pendant le Second Empire. Cette industrialisation implique un rapprochement des milieux littéraires et des milieux économiques et financiers, ceux d'où les femmes sont de facto exclues. Elles n'ont ni le droit d'ouvrir un compte en banque, ni le droit d'entrer en bourse, et bientôt sont de facto exclues des nouvelles structures de la profession organisant la répartition de ces flux. Lors de sa création, la Société des gens de lettres comptait une femme, George Sand. Aucune femme n'y sera plus jamais admise avant 1907. En conclusion, un champ d'activité quasi paritaire en 1815 se trouve ainsi représenté vers 1840 par une institution uniquement masculine. En 30 ans, les femmes de lettres ont disparu. En proportion, elles ne sont pas grand-chose. En représentation, elles ne sont plus rien. Ça fait un peu froid dans le dos. En lisant ça, je pensais au livre de Margaret Atwood, La Servante écarlate. À quel point le début du roman nous montre ce basculement, en quel point parfois il faut peu de choses, en 20 ans on peut éliminer vraiment énormément de choses ou de personnes. Et le corollaire à tout ça, c'est qu'évidemment, vu que les écrivains disparaissent, les héroïnes aussi, parce que les hommes ont plutôt tendance à produire des écrits dont les personnages principaux sont des garçons, sont des héros. Et donc les femmes ont des rôles subalternes, y compris au sein des livres même. En 1841, Monsieur Becherel, est-ce qu'on l'aime celui-ci, qui a sué 100 euros sur les livres de Becherel, publie donc une grammaire nationale et il sent une difficulté. Bien vu. Il s'interroge sur pourquoi la langue française est mise en opposition des autres langues en refusant les féminins de tous ces noms. Alors que Molière et Rousseau ont utilisé des noms comme doctoresse, ces mots disparaissent. En 1891, la romancière Marie-Louise Gagneur interpelle l'Académie. Féminisation et légitimisation du statut vont de pair. Le débat se politise, l'Académie considère que le métier d'écrivain ne sied pas à une femme. Écrivain et autrice sont évincés. Marie-Louise Gagneur écrit donc « Quand on ne peut pas être nommé dans une fonction, on va aussi avoir beaucoup de mal à se sentir légitime dans cette fonction et à aller réclamer une augmentation de salaire, des égalités, etc. C'est toute la question des violences symboliques. Et d'ailleurs, les féministes de la fin du 19e et du début du 20e ne s'y trompaient pas, elles ont réclamé le droit de vote et elles ont réclamé la possibilité d'être nommées au féminin. Et c'est ainsi, comme le disait Titou Lecoq, que la société ne se trouve plus dans l'ordre binaire connu, à savoir un ordre binaire social, haut et bas, mais un ordre binaire frontal, homme contre femme. Au début du 20e, on retrouve un autre de nos chouchous, Grévise. Grévise qu'on ne peut pas franchement taxer de féministe, on va pas dire ça comme ça, écrit quand même « Il manque des mots féminins pour les proportions exercées plus ou moins récemment par les femmes ». Le type s'étonne quand même. À partir des années 60, les femmes s'interrogent vraiment et trouvent qu'il y a une vraie difficulté à écrire pour les femmes. En 1984, la ministre Yvette Roudy réunit une commission de féminisation des noms. Le terme « une auteure » est préconisé. Je trouve que c'est un peu tiédasse, mais bon. La commission travaille sur le sujet. L'Académie française, par la voix de ce bon Lévi-Strauss et de Dumézil, s'élève contre la féminisation autoritaire et abusive. Parce que oui, face à tous ces siècles, nous, à ce moment-là, on est quand même dans les années 80, on est autoritaire et abusif. Ouais. Alors que la plupart des noms féminins ont été effacés de façon, pour le coup, totalement autoritaire et abusive. On y est presque, on est en 1997. La commission ose auteur avec un E. L'idée, c'est de s'aligner sur le Québec. Alors qu'en Suisse et en toute l'Afrique francophone, on utilise le mot autrice sans aucun problème. Et pourtant, l'Académie française, encore elle, s'oppose à l'utilisation du terme autrice avec un E. Parce que ça va à l'encontre de la langue. De là, on déduire l'idée qu'une femme est indigne des hautes fonctions. Il y a un article publié par Fuparoli qui s'appelle « La querelle du neutre »
et il indique que le genre masculin est le neutre. Pourtant, en parallèle, Alain Rey d'un côté a accepté les mots des professions féminines dans le Robert, et Maurice Druon l'accuse, attention, vous êtes prêts, ouvrez les guillemets, de ramasser les mots dans le ruisseau, fermez les guillemets. Et on a des débats de dingue, hein, nous en France, hein, on est foufou. 1998-1999. On souligne le fait que dans les grandes écoles, une femme est directeur, alors que dans une école maternelle ou primaire, elle est directrice. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, beaucoup de directeurs femmes des grandes écoles refusent le terme de directrice. C'est pareil pour président. Vous savez, président des sénats, il ne faut pas dire présidente parce que sinon ça fait présidente d'association. Donc, on en déduit une chose, c'est que la question du féminin est plus symbolique que linguistique. On le sent bien, directeur et directrice ou président et présidente, ces mots, ils existent, ils ont toujours été utilisés. Et pourtant, il y a encore des réticences parce qu'on sait que l'utilisation du masculin est survalorisée sur l'utilisation du féminin. Donc, c'est bien un problème symbolique et social et pas linguistique. Je vous donnerai d'ailleurs à ce titre un exemple absolument édifiant. Fermez les yeux 3 secondes et si je vous dis couturier, dans votre tête, vous voyez un homme. Vous voyez avec un peu de chance Yves Saint-Laurent, en tout cas moi c'est lui que je vois. Et si je vous dis couturière, vous voyez une femme attablée devant sa machine à coudre. Alors oui, dans un second temps, vous allez me dire Coco Chanel, mais vraiment, fermez les yeux, vous verrez. Couturier, c'est un homme qui est un styliste. Couturière, c'est juste une femme qui a sa machine à coudre et qui fait la couture le dimanche dans son salon. En 2018, Édouard Philippe appelle à la féminisation des noms dans les textes officiels au JO. 2018, on rame sur le sable, les gars. Il y a même un député qui recevra une amende pour avoir refusé d'appeler la présidente de séance et il avait s'obstiné à l'appeler Monsieur le Président. Aujourd'hui, autrice est acceptée par le Scrabble. Il est entré dans le Robert et on peut utiliser autrice. C'est ce qui permet à la langue de fonctionner en fait. En 2019, petite révolution à l'Académie française. Je vous lis ce qu'ils écrivent. 2019, je vous rappelle quand même. En ce début de XXIe siècle, tous les pays du monde, et en particulier la France et les autres pays entièrement ou en partie de langue française, connaissent une évolution rapide et générale de la place qu'occupent les femmes dans la société, de la carrière professionnelle qui s'ouvre à elles, des métiers et des fonctions auxquelles elles accèdent sans que l'appellation corresponde à leur activité et à leur rôle, répondent pleinement à cette situation nouvelle. Et donc, en fin 2019, a adopté à 2 voix près, et quand même on n'était pas loin du contre, à 2 voix près, le pour est passé sur la féminisation des noms, à laquelle elle ne voit désormais, ouvrez les guillemets, aucun obstacle de principe. 2019, les gars. Non mais les amis, 2019. C'est un revirement pour cette institution qui jusqu'ici s'était toujours opposée. Alors, je sais que la bataille des modernes contre les anciens, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu. Mais alors, être ancien à ce point-là et être fermé à tout à ce point-là, mais l'Académie française, les gars, il faut faire quelque chose là. Derrière tout ça, il y a une réalité, c'est que avec cette notion même que le mot féminin n'existe pas, ça donne l'impression que les femmes ne peuvent pas accéder à ces métiers. Quand vous êtes enfant, vous ne pouvez pas vous projeter dans une profession si elle n'a pas de nom pour nommer ce que vous avez envie de faire. Ça n'existe pas. Eliane Viennot écrit « Ainsi, autrice et écrivaine sont des mots qui ont été utilisés pendant des siècles par nos ancêtres. On trouve par exemple au Moyen-Âge inventeureux, chirurgienne, commandante, mairesse, enchanteresse, devineresse, et de rappeler que le terme peintresse est le féminin de peintre et non pas une peintre. » Et elle écrit que l'on va pouvoir revenir aux usages normaux de notre langue. Quand on a l'impression qu'il en manque un, il suffit d'aller le piocher dans notre langue. Petite anecdote, car oui, on va encore parler de l'Académie française, ils nous réjouissent. Chaque fois que j'ai fait une découverte sur l'Académie française, chaque fois je me suis réjouie de découvrir cette institution un peu plus. Alors, l'Académie française estime que les mots en heure, comme professeur, qui ont nourri pas mal de débats au moment de la féminisation des mots ces dernières années, ne constitue pas une menace pour la structure de la langue, ni un enjeu véritable du point de vue de l'euphonie,
à condition toutefois que le E muet final ne soit pas prononcé. C'est gentil. Donc on a le droit de mettre un E à professeur, mais on ne le prononce pas. Attention. Chut. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont écrit à un moment donné qu'ils ne feront pas de liste exhaustive des mots féminins parce qu'ils trouvent la tâche trop ardue. Ah bah oui, ça je veux bien le croire. Vu le taf qu'il y a à faire, laisse-nous faire. Nous on va te les mettre les mots féminins. Allez, on termine avec un cas que je trouve assez génial. C'est le mot chef. Parce qu'en fait, vous aviez plein de formes féminines du mot chef. Alors, on peut dire la chef, E-F. On peut dire la chef, C-H-E, accent aigu F-E. La chève, avec un V comme bref, brève. Chefesse, qui est plus ancien. Cheftaine, titre personnel, j'aime beaucoup. Et le mot chef, 2 FE. Et comme il n'y a pas eu de statut, comment on dit, on n'a pas statué sur l'utilisation de façon arbitraire du féminin de mot chef, en fait, on a laissé les gens choisir. Et naturellement, le mot qui est venu, c'est chef, 2 FE. Moi, j'avoue que cheftaine, ça m'allait bien. Il faut savoir que dans tout ça, la France était totalement isolée dans la francophonie, que ce soit en Belgique, en Suisse ou au Canada ou dans moult pays parlant français. Ils ne se sont pas posé toutes ces questions. Il y avait plein de mots que nous, on refusait, qui évidemment étaient utilisés de façon totalement transparente dans tous les pays francophones. La francophonie, c'est 220 millions de gens, et la France est donc très en retard sur la Belgique et le Québec, qui dès 1978 a acté que Madame le directeur était impolie. 1978. Prends ça, l'Académie. En anglais, il n'y a pas tous ces problèmes. À chaque fois qu'il y a eu un petit souci de genre, ils ont switché. Ils n'ont pas ce problème de volonté de sanctuariser une langue trop masculine. Chez eux, le problème s'était posé pour chairman. Ils ont dit, pas de souci, chairperson. Depuis, on n'a plus le droit d'utiliser chairman et on dit chairperson. Et ça passe crème. Au Québec, la féminisation de la langue s'est faite dans les années 60 et s'est passée comme une lettre à la poste. En France, dans les années 80, c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard, et ça a fait un scandale, un tollé. Et l'Académie française s'est bien sûr opposée à tout. Pour terminer cette partie historique, je vais faire une petite citation que je trouve parfaite, qui est de Daniel Bousquet. « Le masculin n'est pas plus neutre que le suffrage universel n'a été universel jusqu'en 1944. » Si vous voulez en savoir plus, j'ai pioché beaucoup d'informations un peu partout, mais j'ai trouvé pas mal d'informations dans Pour une communication sans stéréotype de sexe, le guide pratique du Haut Conseil à l'égalité, et surtout qui donne des orientations et des moyens de se réapproprier sa langue, qui donne des petits tips auxquels il faut penser. Je pense notamment aux enseignants, etc. C'est aussi à nous, à tous ceux qui ont affaire à un public, de changer notre langue, de l'adapter. Et dans ce document qui est totalement accessible en ligne, je pourrais vous mettre le lien d'ailleurs en dessous, parce que je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir le lire et de voir ce que nous on peut faire à notre mesure pour que la langue s'adapte. Pour le fun, je vous ai fait une petite recherche sur le mot mademoiselle, parce qu'il est extrêmement intéressant et symboliquement, il y a vraiment beaucoup de choses derrière. Alors on y va. Mademoiselle a été contestée pour son caractère sexiste et son usage dans les documents officiels est progressivement abandonné dans plusieurs pays, notamment en Suisse depuis 1973, au Québec 1976, en France et au Luxembourg seulement depuis 2012, et à Bruxelles et en Wallonie en 2015. La distinction entre madame et mademoiselle s'est répandue sous le code napoléonien qui faisait de la femme une mineure à vie. Celle-ci dépendait d'abord du père, puis du mari. L'administration devait donc savoir de quelle tutelle elle dépendait. Si elle cochait mademoiselle, elle dépendait de son père, madame, elle dépendait de son mari. Il ne s'agissait pas d'établir une hiérarchie dans les termes, mais de distinguer des statuts très différents. Le 10 juillet 1972, le ministre de la Justice René Plévin précise « Si les intéressés en manifestent le souhait, aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce que l'appellation « madame » soit utilisée de préférence à mademoiselle ». Le 14 avril 1983, Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme, rappelle le droit de choisir pour les femmes d'être appelées mademoiselle ou madame dans les documents administratifs. Ces termes constituent un usage qu'aucun texte ne codifie. Leur utilisation n'entraîne aucune conséquence juridique. Il s'ensuit pratiquement que personne,
individu ou organisme ne peut imposer à une femme la mention madame ou mademoiselle. Il incombe aux intéressés de choisir la désignation qu'elle préfère. Et pourtant, on a continué, nous, gentiment, à cocher si on était madame ou mademoiselle. C'est comme le fait de prendre le nom du mari, c'est absolument pas une loi, c'est absolument pas codifié, nulle part. C'est juste une coutume. On porte notre nom de naissance à vie. Moi, la première, j'ai pris le nom de mon mari. Je crois que je viens de foutre ma main sur le micro, je vais avoir tout machiné. Le 24 avril 2008, le secrétariat d'État chargé de la solidarité va plus loin. Sans interdire l'usage de mademoiselle par l'administration, il dissuade fortement de l'utiliser. Ce n'est donc pas la première fois que l'administration demande l'abandon du terme. Malheureusement, ça n'avait jamais été très efficace. La distinction madame-mademoiselle a été abandonnée dans beaucoup de pays, États-Unis, Allemagne, Portugal, Danemark. Au Québec, mademoiselle est très mal perçue car elle est considérée comme archaïque. Et donc, une fois de plus, la France est très en retard sur ces points de clichés et les stéréotypes sexistes sont toujours aussi présents. Allez, on va terminer sur un mot hyper intéressant qui est, je pense, le seul mot féminin de la langue française dans lequel il n'y avait pas de masculin. C'est pour le métier de sage-femme. Car c'est un métier qui était tellement féminin qu'il n'existait pas, en tout cas le mot n'avait pas été enregistré dans le dictionnaire de masculin. Et puis au fil du temps, il y a des hommes qui ont exercé la profession. Et là, bizarrement, on s'est dit « Ah mais non, il y a des hommes, il faut leur trouver un nom parce qu'on ne peut pas appeler un homme un sage-femme ». Et là, vous vous dites « D'accord, donc pour nous les femmes, pour faire valoir tous les métiers, ça prend des plombes et l'Académie française fait un scandale. » Alors que là, ça pose aucun souci, on a été chercher le terme ancien qui est maïeuticien, et ça roule. C'est absolument regrettable qu'on ait supprimé le terme de sage-femme pour les hommes, parce qu'en fait, sage-femme, ça fonctionne pour tous les sexes. La constitution du mot sage-femme, vous avez d'un côté sage, c'est-à-dire le sachant, celui qui va qui va aider à l'accouchement, donc qu'il soit homme ou femme, le mot sage s'applique, et femme, qui symbolise la parturiente. Donc du coup, sage-femme, ça n'a rien de choquant. On est d'accord. Donc un homme peut être sage-femme. Il sait des choses et il accouche la femme. Pourquoi avoir été chercher ce mot ancien de maïeuticien? Expliquez-moi. Pour terminer cette partie, je vous lirai une citation de la romancière Christiane Rochefort, à qui l'on avait demandé ce qui l'avait poussée à devenir écrivain. Elle a répondu « Rien. Comment aurais-je pu seulement imaginer que je pourrais être quelque chose qui n'a même pas de féminin ?» Pour terminer cette vidéo qui va être très longue, je vais vous faire rire un petit peu parce que j'ai été un petit peu chiante avec mes trucs historiques, donc là maintenant il faut que je vous amuse un peu. Il y a quelques années, l'écrivaine Elisabeth Bramy a sorti 2 albums qui s'appellent le Zizi des mots 1 et 2 aux éditions Talent Haut, que je remercie d'ailleurs puisqu'ils m'ont envoyé ces 2 jolis albums pour que je puisse vous les présenter. Et dans ces albums, elle recense tout cet illogisme dans le vocabulaire français, et notamment que le masculin est employé pour désigner un homme, celui qui fait l'action, et le féminin pour l'objet. Alors attention, petite subtilité grammaticale. Je vais opposer 2 mots, mais c'est juste pour une question de connotation, de sens. On n'est pas sur de la grammaire pure. Quand je vais vous donner l'exemple, par exemple, de chevalier, qui est donc un homme, et de chevalière, qui est une bague, on est d'accord que le féminin de chevalier, c'est pas chevalière, c'est chevaleresse. C'est juste que aujourd'hui, on a oublié le mot chevaleresse, et ça donne l'impression que un chevalier, c'est un homme, une chevaleresse, c'est une bague, c'est donc un objet. Ok? On est parti. Un chauffeur, c'est un homme. Une chauffeuse, c'est un fauteuil. Un charentais, c'est un homme. Une charentaise, c'est une pantoufle. Un jardinier, c'est un homme. Une jardinière, c'est un pot de fleurs. Un marinier, c'est un homme. Une marinière, c'est un pull. Un glacier, c'est un homme qui fait des glaces. Une glacière, c'est ce truc que vous emmenez là pour vos pique-niques sur la plage. Un meurtrier, c'est un tueur. Une meurtrière, c'est une fenêtre. Un mandarin, c'est un haut fonctionnaire chinois. Une mandarine, c'est un fruit. Un marquis, c'est un homme. Une marquise, c'est une toile tendue au-dessus de la porte. Un tribun, c'est un orateur populaire. Une tribune, c'est un siège.
Un griot, c'est un membre de la caste des poètes. Une griotte, c'est une cerise. Un capucin, c'est un religieux. Une capucine, c'est une fleur. Un batteur, c'est un musicien. Une batteuse, c'est une machine. Un chocolatier, c'est un homme. Une chocolatière, c'est comme une théière, mais pour le chocolat. Un veilleur, c'est un homme. Une veilleuse, c'est une petite loupiote pour nos enfants. Un portier, c'est un homme. Une portière, c'est le truc qu'on claque sur la voiture. Un carabin, c'est une étudiante en médecine. Une carabine, c'est un objet, c'est un fusil. Un chevalier, c'est un homme. Une chevalière, une bague. Un limousin, c'est un homme. Une limousine, c'est une voiture. Un marmot, c'est un enfant. Une marmotte, c'est un animal. Un page, c'est un jeune garçon. Une page, c'est une page de livre. Un chilien, c'est un homme. Une chilienne, c'est une chaise longue. Un cuisinier, c'est un homme. Une cuisinière, c'est la gazinière que vous utilisez pour faire la cuisine. Un trompette, c'est un homme. Une trompette, c'est l'instrument de musique. Un plombier, c'est un homme. Une plombière, c'est une glace. Un marin, c'est un homme. Une marine, c'est une toile. Un moutard, c'est un garçon. De la moutarde, c'est le condiment. Un brassier, c'est un ouvrier agricole. Une brassière, c'est un vêtement. Un Canadien, c'est un homme. Une Canadienne, c'est un manteau. Un matelot, c'est un homme. Une matelote, c'est une recette de cuisine. Un crépier, c'est un homme. Une crêpière, c'est l'outil. Un croisé, c'est un chevalier chrétien. Une croisée, c'est une fenêtre. Un pèlerin, c'est une personne qui va visiter des hauts lieux de piété. Une pèlerine, c'est un manteau. Un gourmet, c'est une personne qui aime les bons mets. Une gourmette, c'est un bijou. Un coiffeur, c'est un homme. Une coiffeuse, c'est un meuble. Un verrier, c'est un souffleur de verre. Une verrière, c'est aussi au-dessus de la porte. Un camelot, c'est un marchand. Une la camelote, c'est ce que vend le camelot. Un sultan, c'est un titre. Une sultane, c'est un canapé. Un loupio, c'est un enfant. Une loupiote, c'est encore une lampe. Voilà, j'espère que cette petite liste vous a amusé. Et ça tombe, j'espère que c'est le cas parce que j'en ai une deuxième pour vous faire rire. On va terminer sur cette grosse blague qui consiste à souligner qu'il y a un domaine dans lequel les femmes sont extrêmement représentées. Mais vraiment. Alors là, on est ultra majoritaire. On a plein de synonymes. Vous allez voir, c'est foufou. Là, vraiment, c'est la classe internationale. Le français nous met en valeur. On a trop de la chance. C'est pour la prostitution. Alors, on y va. Je vous ai fait une petite liste. Un boucanier, c'est un aventurier. Une boucanière, c'est une femme de petite vie. Un coureur, c'est un athlète. Une coureuse, c'est une femme de petite vie. Un courtisan, c'est un homme de la cour. Une courtisane, c'est une femme de petite vie. Un croqueur, c'est un homme qui dépense beaucoup d'argent. Une croqueuse, c'est une femme de petite vie. Un entraîneur, c'est une personne qui entraîne des sportifs. Une entraîneuse, c'est une femme de petite vie. Un entremetteur est une personne qui aide à faciliter un accord. Une entremetteuse, c'est une femme de petite vie. Un homme public, c'est un individu qui a une profession publique. Une femme publique, c'est une femme de petite vie. Un gagneur, c'est une personne qui a la gagne, hein, vraiment. Une gagneuse, c'est une personne de petite vie. Un gars, c'est un garçon. Une garce, c'est une personne de petite vie. Un micheton, c'est un homme facile à duper, alors qu'une michetonne, c'est une personne de petite vie. Un péripatéticien, c'est celui qui suit la doctrine d'Aristote, alors qu'une péripatéticienne, c'est une femme de petite vie. Un raccrocheur, c'est celui qui fait des raccros au billard. Une raccrocheuse, c'est une femme de petite vie. Un racoleur, c'est celui qui était engagé pour faire rentrer les gens dans l'armée. Une racoleuse, c'est une femme de petite vie. Un ribaud, c'est les soldats de la garde de Philippe Auguste. Une ribaude, c'est une femme de petite vie. Quant à tapineuse, c'est une femme de petite vie. Et là, il n'y a pas de masculin. Tapineur n'existe pas. On en arrive à la conclusion. J'espère que vous survivez. Je vais juste terminer en vous citant Eleanor Roosevelt, qui dès 1948 a râlé en disant « Non mais ça suffit de dire les droits de l'homme, moi ça ne me convient pas du tout ».
Donc je veux qu'on dise les droits de l'humain, the human's rights. Et ça a été acté tout de suite. 1948, les gars. Et aujourd'hui en France, on continue de dire des droits de l'homme et de nous dire « Non, mais c'est pas grave, on met un grand H ». Alors les gars, le H, il ne s'entend pas. C'est pas les droits de l'homme, c'est les droits de l'humain. Il en va de même pour le terme de fraternité. N'hésitons pas à utiliser le terme de sororité. Derrière ces problèmes de langue, il y a ces problèmes de pouvoir. D'où est-ce que c'est la langue qui est sexiste ou est-ce que c'est la société qui est sexiste? Pour terminer cette vidéo, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce petit dessin d'Emmanuel Terrasse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. S'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Mais surtout à commenter, discutons sereinement, hein, évidemment. Et à la partager. Si elle vous a plu, partagez-la, faites-la vivre, faites-la découvrir à d'autres personnes. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse vivre un petit peu toutes ces notions et qu'on les partage tous ensemble. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour un pur et simple point de lecture, rassurez-vous. Allez, ciao. N'est pas réservé. Ah, blablabla. Ah bah. Je dis que c'est une anomalie. Cette hop, blablabla. L'autrice de la ferme de la. L'autrice. Alors, on recommence. Je vais vous lire ce que lire. Pardon. Ah, ça va pas. Oh, ça va pas. Bon, je l'enlèverai. Son nature. Pardon. Le genre le plus noble. Attends. Dans le processus d'effacement des instances de légitimation. Une commission, de féminisation de. Eliane Viennot est une autrice de laquelle qui a. C'est pas ça.